Des cheveux roux. Un beau vin blanc. Je parle français. Je parle français. La bonne prononciation. Feu. Fou. Frère. Fa. Je parle français. Pleure. Larmes. Miracle. Je parle français. Un rien d'accent américain. Un rien d'accent persan. Un fort accent roumain. Arles. Nancy. Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Alex Stănculescu, je suis citoyen des États-Unis, né en Roumanie. Je vis à San Mateo, près de la Silicon Valley. J'aime beaucoup parler le français parce que je trouve que ça m'ouvre une autre perspective sur les connaissances, sur la vie, Et c'est quelque chose de très plaisant et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Dans les années 60, certainement, le film français il était bien représenté en Roumanie. J'adorais Fernandel, Jean Gabin, Louis de Funès, Bourvil. Je m'appelle Annette Mickelson. Je suis américaine, née et élevée à New York. Et on passait quand même quelque temps à Paris. De mon métier, je suis critique et théoricienne de cinéma. En tant que teenager, je descendais vers la 42e rue, où on pouvait voir, à l'époque, on pouvait voir avant 1h de l'après-midi, pour 25 cents, le quart d'un dollar, n'est-ce pas, on pouvait voir 2 films français dans un théâtre qui s'appelait l'Apollo. Et donc là, on a vu les Marcel Carné, enfin comme ça, les films surtout d'avant-guerre, qui nous arrivaient un peu en retard, mais enfin, on était quand même assez éblouis, surtout par la qualité du jeu. On peut dire que j'ai découvert en même temps le cinéma, la peinture française, la poésie française, et la langue française. Et c'est ça, cette constellation de production culturelle très très puissante qui m'a motivée dans mon départ pour la France. Je suis allée en France où, n'est-ce pas, je parlais un français primaire, mais quand même un peu livresque. Mais j'ai très tôt commencé à lire la poésie française. Et j'ai l'impression, enfin, il me semble, que j'ai appris par cœur des poèmes de Baudelaire avant de bien apprendre ceux de Keats et Shelley. Je m'appelle Rodica Ouattremer, je m'appelais Rodica Roussan quand je vivais en Roumanie, j'ai 42 ans. Bonjour, je m'appelle Rakudnaim Birune, je suis malgache, je suis consultant, éducateur de jeunes. J'habite à Tananarive et j'ai 44 ans. En ce qui concerne l'apprentissage du français, je l'ai fait à l'école. Bien sûr, tout petit, j'ai déjà commencé avec ma famille. Sinon, le plus simplement du monde, à l'école primaire. Ce qui est merveilleux aussi donc, avec le français, c'est que c'est une langue qui lie presque tous les malgaches. En ce sens que la langue malgache, enfin, dérive de la langue d'une des 18 tribus malgaches, c'est-à-dire le Mérine. Et il y a 17 autres dialectes donc, qui font que pour être plus sûr, il faut se parler en français. Bonjour, je m'appelle Mariko, j'ai 8 ans et je vis ma nationalité au Japon et j'habite à Bangkok. Je m'appelle Yuriko, j'ai 9 ans et j'habite à Bangkok. Nous allons dans une école française. Ma mère, elle est laotienne et mon père, il est japonais. Mais on peut parler 5 langues. Dans ma classe, je parle français avec mes amis. J'ai envie d'aller à Paris voir la neige. Quand on était petite, on a vu la neige, mais moi, je m'en souviens plus, quoi. Je m'en souviens plus. On était trop jeunes pour la neige. Bonjour, je m'appelle Adelaide ou Adelaide Rousseau. Je suis de nationalité américaine. J'enseigne à l'université de l'État de Louisiane à Baton Rouge. Je suis Marjane, je suis iranienne. J'ai pratiquement 30 ans. Donc je suis dessinatrice et auteure de bande dessinée. J'habite à Paris.
Mes parents, ils parlent absolument pas le français, mais alors même pas un mot. Comme j'étais fille unique et ma mère ne voulait absolument pas que je devienne chochotte, donc à partir de l'âge de 7 ans, ils m'ont envoyée dans des colonies de vacances en France. Donc je venais en France, je suis venue la première fois à l'âge de 7 ans, je me levais avec un groupe d'élèves comme ça, iraniens qui arrivaient. Et après on allait dans les colonies de vacances comme tous les Français. Et là, c'était une expérience parce que pendant 2 mois, non seulement j'étais loin de mes parents et il fallait que je me démerde toute seule, mais en plus, j'étais seulement avec des Français. Et là, ça a fait le déblocage total. Mon cursus scolaire, ça a été fait en langue française parce que j'ai été dans une école française, d'abord dans une école de bonnes sœurs qui s'appelait l'école Jeanne d'Arc à Téhéran. Et puis après, j'étais au lycée français de Téhéran. Et puis après, une fois qu'il y a eu la révolution et il y a eu la guerre, j'ai continué en fait d'apprendre le français par correspondance. Je m'appelle Ung Hung. J'habite dans la ville de Phnom Penh. Je suis cambodgien. Bonjour, je m'appelle Monica Galeriou. Je suis roumaine, j'ai 31 ans. J'habite à Bruxelles. Je suis donc ingénieur spécialiste en centrale nucléaire. Je m'appelle Kirby Verrett et j'ai 53 ans et je suis indien Houma dans le tribu de United Houma Nation. Et je vis dans la communauté de Dulac dans la Louisiane. Notre tribu a été mis en dehors de la société. Presque tout le territoire qu'on avait a été pris de nous autres et presque on a été fait mettre en dehors de notre pays même. Et la seule chose que ça n'a pas pu prendre, c'est la langue qu'on parle. Ça fait des lois ici dans le sud de la Louisiane que les Acadiens ne peuvent pas parler français. Mais les Houma a dit, vous pouvez prendre tout ça qu'on a, mais toujours on garde la langue. Vous pouvez pas l'ôter. Ma mère et père et tous mes parents, grands-parents, grands-grands-parents, c'était tout le temps français. Et c'était rare qu'une personne apprenne anglais dans la famille. Ça devient du temps que les Français, les exploreurs, Bienville et Tonté, amenés à la Louisiane vers les 1680 et fait amitié avec les Houma. Et les Français voulaient apprendre la langue des Houma. Mais autant d'apprendre la langue des Houma, les Houma ont appris le français. Et dans les années, ça a venu qu'on a abandonné notre langue indienne. On a accepté la langue française première. Bonjour, je m'appelle Ryo Kishida. Et comme vous voyez, je suis une japonaise. Et j'habite à Tokyo. J'ai travaillé dans une société japonaise en France. Et maintenant, je travaille dans une société française au Japon. Et donc, en France, j'essaie de trouver tout ce qui est japonais. Et au Japon, j'essaie de trouver tout ce qui est français. J'ai appris le français à l'université comme deuxième langue. Mais j'ai raté plein de fois. Et puis, j'ai rien appris, en fait. Et puis, bon, je me suis dit, la langue française est tellement compliquée comme les Français. C'est ça que je me suis dit. Mais après, une fois, je suis arrivée en France parce que j'étais très attirée par l'humour français. Et donc, j'ai voulu parler le français pour comprendre pourquoi ils rigolent comme ça. Je m'appelle Lily Petit Gallagher. Le nom de famille est Petit, c'est un nom français. C'est juste mon mari qui est irlandais. Mais moi, je suis française, Cajun française. Mes parents étaient à l'école en anglais et donc ça se faisait punir si ça parlait en français dessus à l'école. Mais leurs parents parlaient juste en français, ça fait que ça parlait en français aussi, vous savez. Moi, quand j'étais venue, on a été à l'école en anglais, mais parce que mes parents, grands-parents, parlaient, toute la famille parlait en français, j'ai appris à parler le français. Ça a joué aux cartes, au bourré,
Et si tu voulais savoir qu'est-ce que ça jouait en dessous de la table, et si je voulais savoir qu'est-ce qu'allait de l'avant avec les grands, je me mettais en dessous de la table et j'ai appris à parler le français. Je m'appelle Sylvain César, mon nom de famille c'est César, j'ai 41 ans, je suis électricien de profession, je suis mauricien. Le français n'est pas ma langue maternelle, parce que ma langue maternelle c'est le patois créole, qui est dérivé directement du français. Pour moi, le français est plus facile que l'anglais. Je me sens à l'aise quand je parle le français. Je suis content, je suis heureux. C'est pas pour dire que l'anglais c'est pas correct. J'aime aussi parler l'anglais. Mais aller chercher des mots pour cadrer avec l'anglais, eh ben, c'est pas facile du tout. C'est pas facile, c'est une montagne à casser. Hein. Mettons dire que quand on parle l'anglais, c'est comme si on mange une patate. Mais quand on parle français, c'est manger le cacahuète, un par un. Le renard et le corbeau. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché, avec son bec long comme ça, tenant un fromage. Tenant son bec un fromage. Maître renard. Par l'odeur alléchée. Ah ouais, j'ai oublié un peu, il faisait un peu quoi là, Le tien est à peu près de ce langage. Et bonjour monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Mon beau corbeau, que vous avez une belle bec. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix. Vous êtes le phénix. Le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa poire. Et le beau couillon, il a lâché je sais pas, il a lâché son fromage et puis... Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. » Ah ouais, j'ai oublié là. Cette façon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Le premier vrai livre que j'ai lu, c'était une adaptation de la biographie de Marie Curie, une sorte de manuel pour étudiants. Le deuxième livre, et que j'ai surtout apprécié, c'était un petit livre intitulé Bonjour Paris. C'est un livre que c'est un objet précieux pour moi, les deux. On m'a lu un de livres français quand j'étais très petit, mais aussi des revues qui arrivaient à ce temps-là en Roumanie, comme Rikiki et Roudoudou, les belles images, comme Pif le chien, avec tous les vaillants qui encapsulaient Pif le chien, Arthur le fantôme justicier, Teddy Ted et toutes les autres histoires. Ce qui était amusant, c'était qu'on n'avait pas un abonnement à Vaillant, mais on avait deux abonnements à cause du fait qu'il y avait mon père, mon oncle et moi qui nous battions pour... il y avait tous les jeudis qu'on apportait l'abonnement. Alors on ne pouvait pas attendre pour... on se l'arrachait des mains, on ne pouvait pas attendre pour que l'un finisse, que l'autre commence. Alors on avait besoin d'au moins deux. Dans le high school, j'ai appris comment écrire le français. C'est ça, c'était comme le frère m'a dit, le français va te bénir toute ta vie. Et c'est bien vrai parce que j'ai appris comment le lire, j'ai appris après Guy de Maupassant, Camus, et j'ai appris comment le français voit la vie différente que tous les pays anglais. C'est un différent ordre de vie. Il y a des gens qui font semblant que... Et quand on cause français, vous savez, nous avons tous nos coutumes à l'île Maurice. Il y a des gens qui disent, tu parles français, tu es un peu à part, tu te mets sur une autre pédale. Parce qu'ils savent que parler français, c'est pas facile. Moi, je peux pas lire le français, je peux pas écrire le français, mais je peux bien communiquer en français. Peut-être pas totalement correct tout le temps, mais assez correct pour me faire comprendre. Pour moi, écrire, c'était difficile. Et même jusqu'à présent, avec mes amis français, je leur écris en anglais, parce que j'étais très effrayé par la dictée de Prosper Mérimée.
Parce que je me suis dit, si même Napoléon III, il a fait 52 fautes sur une page ou deux, je ne sais pas, alors c'est difficile. Il faut savoir articuler, il faut bien placer ses mots, il faut savoir ce qu'on dit. Alors, il faut se mettre dans une peau assez bien à soi, il faut savoir bien s'expliquer, il faut bien prononcer. 12 heures. 2 heures. 12 œufs. 2 œufs. Un seul œuf. Une douzaine d'œufs. Déjà en persan, tu n'as pas de E, tu n'as pas de U. Et ça, c'est ce qui pose beaucoup. Et tu n'as pas les voyelles nasales. Alors tous les an, les on, les un, ça tu n'as pas. Alors un iranien normal, au lieu de dire rue, il va te dire roux. Au lieu de dire petit, il va te dire poti. Ça, c'est la grosse difficulté. La façon dont les Français prononcent le R comme ça, moi je n'arrive pas à le faire. Une bonne méthode d'apprendre le R, c'est d'écouter les pigeons parce qu'ils font et c'est un R parfait, c'est très français. Maman toujours me mettait sur ma table de nuit un livre avec les verbes irréguliers, avec les conjugaisons, avec un tas de trucs, mais je n'ai jamais lu. L'orthographe, c'était un jeu, carrément un jeu. Il fallait deviner quelle syllabe il fallait mettre, est-ce qu'il fallait accorder tel mot avec tel autre, et ainsi de suite. En ce qui concerne la question d'accent entendu, que j'entends, je dois dire que je suis beaucoup moins tolérant que les Français quand j'entends comme ça l'accent étranger. Donc la vogue des comédiens roumains d'avant-guerre, Popescu, enfin des gens comme ça me dépasse complètement. J'ai horreur d'écouter ça. J'ai horreur de l'accent russe en français. Et je l'aime bien en américain d'ailleurs, mais pas en français. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un côté orthodoxe, intolérant en ce qui concerne l'accent français. Et c'est lié probablement au désir que j'avais, désir absolument impossible, inassouvissable, enfin de maîtriser le français moi-même. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, comme j'ai dû beaucoup bouger, en fait j'ai un accent dans toutes les langues. Même en persan, quand je parle persan, on me dit que j'ai un accent. Dans toutes les langues que je parle, j'ai un accent parce qu'il n'y a aucune langue finalement qui est réellement ma langue. Donc forcément, il n'y en a aucun que je parle vraiment sans accent. Je n'ai peut-être pas le même... Je n'ai jamais peut-être... Je l'aurai jamais peut-être. Ce qui est la chose essentielle pour l'écriture, c'est-à-dire un inconscient qui marche en français. Et j'arrive quand même à écrire et à publier en français. Mais mon inconscient est quand même de langue anglaise. Je fais des rêves en français, je fais des rêves en malgache. C'est toujours mélangé. Quand je calcule, je n'arrive pas à calculer en malgache. 1 plus 4, ça fait bien 5. Mais ça fait pas... je ne pourrais pas le faire en malgache. Je pense plus en anglais que je pense en français. Mais quand je suis dans la France pour un grand moment, ça me prend peut-être pas en seulement une semaine pour faire la traduction. Et là, je pense en français. Au début, donc, à la classe maternelle, on apprenait juste les mots français. Poule, dinde, table, chaise et tout. Et puis un jour, la maîtresse nous a dit « Aujourd'hui, on va faire une phrase ». Et c'est curieux, mais cette phrase m'est restée dans la tête jusqu'à maintenant. L'eau n'a ni couleur, ni odeur, ni saveur. C'était tout simple, mais c'était
la grande joie dès qu'on a su que c'était la phrase idéale française. L'eau n'a ni couleur, ni odeur, ni saveur. Il y a toujours des petites expressions, c'est l'humour qu'il faut passer d'abord, c'est ça ce qui fait qu'on parle bien une langue. C'est pas seulement une question d'accent. Je crois que la compréhension d'une langue, c'est l'humour, c'est les jeux de mots. Et ça, si on ne le comprend pas, on a beau connaître Flaubert par cœur, on ne connaît pas la langue. Au moment où j'ai connu mon mari, je parlais une langue française livresque. Je connaissais la langue des livres, mais je n'avais aucune idée de la langue parlée française, des expressions colloquiales. Par exemple, si j'étais à table, je pouvais dire « je n'aime pas ce plat » ou c'est pas bon. Alors après, j'ai appris de mon mari que c'est dégueulasse. Quand ça faisait des faces, des bêtises, et les jokes, les bêtises, il fallait que tu connaisses parler le français, vous savez. La langue française, j'adore subjonctif. Il faut que je sache, il faut que j'y aille. C'est très très joli. C'est pour ça que chaque fois j'utilise, je fais exprès d'utiliser. Au lieu de dire il faut y aller, je dis il faut qu'on aille. C'est joli. J'adore. Le premier mot que je m'en souviens, que j'ai appris, c'était le mot salope. Pour une simple raison, on était sous les douches et je suis sortie et je me suis trompée en fait de serviette. Et c'était la serviette d'une autre petite fille que j'avais pris et elle est sortie furax et elle m'a dit salope. Et ça, c'était un mot que j'avais jamais entendu avant. Soupe, casserole, manger, enfin caca, pipi, tout ça, je connaissais. Mais salope, par contre, j'avais jamais entendu. Et pour moi, c'était quelque chose de très, très grave dont j'ai pleuré. Le premier mot, vraiment, qui a été dit par un Français, c'était « Salut les filles ». C'était en fait un géo de Club Med qui est passé. On était assis, il disait chaque fois « Salut les filles ». À la maison, je me suis marié il y aura bientôt 3 ans. Je parle la majeure partie du temps en français. Même quand je me mets en colère. Je connais un peu les gros mots français. Hein. Le vocabulaire le plus riche pour insulter, c'est le français. Quoi. Ça veut dire tu as tout. Tu as une panoplie. Il y a des subtilités. C'est incroyable. Je veux dire quelque chose de très grossier, mais quand même, tu as tête de nœud, tête de bille, tête de gland. Et il n'y a aucun qui veut dire la même chose. Tu as poufiasse, tu as pétasse, tu as salope, tu as pute, et aucun des quatre veut dire la même chose. Et puis il y en a encore, il y en a encore. Même dans la langue française, j'arrive pas à dire merde, ou bien putain, des choses comme ça. Il faut que je pense à dire ça, sinon ça vient pas naturellement. Quand je suis très très en colère, ce qui m'arrive de temps en temps, je dis des gros mots en français, je dis, et puis à un moment donné, quand c'est la fin, et je veux dire le pire des trucs, c'est le persan. Alors, là, je dis n'importe quoi. Et la langue de sexe hard, c'est l'allemand. Effectivement, enfin, tu peux pas faire mieux, quoi. C'est Schneller, c'est l'allemand. Voilà, c'est dans ça, c'est je te prends, tout ça, ça c'est en allemand, tu peux pas faire mieux. Et la langue on est un peu cool et tout ça, et puis on se prend la tête un tout petit peu, et puis on a un couple moderne et tout ça, et puis on a des prises de tête et tout ça, un peu à la new-yorkaise, effectivement c'est l'anglais. Mais alors, quand c'est romantique et c'est beau et tout ça, ça peut paraître très très cliché, mais c'est quand même le je t'aime en français, c'est pas comme ich liebe dich, c'est pas comme jag älskar dig en suédois, c'est quand même, c'est je t'aime, c'est différent. Donc je crois que c'est la langue pour l'amour, mais comme on décrit l'amour, ce qu'on croit toujours mais qui n'existe pas en réalité, je crois pas vraiment. Enfin, il y a des moments où on croit que ça existe, dans ces moments où on croit que ça existe, c'est quand même le français. Le japonais pense que la langue française c'est très romantique. Et puis mon image d'un français, avant, c'était avec un verre de vin dans la main et il parle avec la petite voix. C'est une langue douce, hein? Une langue qui sait... Enfin, il y a quelque chose à l'intérieur que je n'arrive pas à m'exprimer. C'est une langue, comment je peux dire, qui arrive à convaincre quelqu'un.
Hein? C'est une langue qui s'explique en elle-même. Okay? C'est une langue facile à développer quelque chose, à montrer quelqu'un, à expliquer à quelqu'un ce que l'on ressent, ce que l'on veut faire, ou bien qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du cœur, qu'est-ce qu'on est personnellement. Par exemple, une lettre d'amour, c'est plus joli, ça fait plus de profondeur dans la lettre quand on écrit en français. Donc business anglais, l'amour français. Lorsque j'ai été présenter ma bonne famille pour demander la main à ma femme, j'ai présenté ça en français. Pour tout ce qui se passe au niveau sentimental, je crois que c'est le français qui est... Enfin, je ne connais pas toutes les langues du monde non plus, mais parmi les langues que je connais, je crois que le français, c'est une langue très très riche à ce niveau-là. C'est la langue du cœur. La chanson